Bonjour à tous et à toutes, merci de m'accueillir. Je m'appelle Albert Monquevert, je suis docteur en neurosciences cognitives et psychologue. J'ai longtemps travaillé en appliqué en psychiatrie adulte, mais aussi pour ouvrir l'ICM. Je ne sais pas si vous connaissez l'ICM, l'Institut du cerveau et de la moelle. C'est partie des premières équipes à intégrer l'ICM. J'ai longtemps travaillé sur la phobie sociale, les troubles anxieux et les troubles de l'humeur. Puis j'ai fait 1 ou 2 années à pas loin, Albert Chenevier, dans une unité jeune adulte pour premier épisode psychotique. Et maintenant, ça fait 5 ou 6 ans que je suis plus en HP. Je suis enseignant de psychologie et de neurosciences. Je suis en libéral maintenant en tant que thérapeute 1 jour par semaine. Et je m'intéresse. Pendant longtemps, je me suis intéressé au dysfonctionnement de la cognition. Donc, ma thèse, c'était sur les biais attentionnels et cognitifs dans l'anxiété sociale. On en parlera brièvement, je pense, sauf si vous avez des questions et ça vous intéresse. Et plus récemment, on va dire sur les 7-8 dernières années, je m'intéresse plus à la cognition chez la population générale. En gros, comment est-ce qu'on forme nos avis, comment est-ce que nos avis influencent comment on prend une décision. Je fais partie sur plein de panels, que ce soit avec l'ARCOM, genre l'ex-CSA sur la lutte contre la désinformation en ligne. Pendant Covid, par exemple, on avait une sorte de cellule sur tout ce qui était désinformation, mésinformation. Est-ce que c'est la faute des algorithmes? Est-ce que c'est la faute des personnes? Etc. Ce genre de questions. Et récemment, je m'intéresse aussi beaucoup, ça n'a rien à voir avec ce dont on va parler aujourd'hui, mais ça se trouve que ça intéresse quelqu'un, sur l'inertie face à la transition climatique. Donc, on a de très fortes intentions, plein de gens qui disent qu'il faut qu'on fasse quelque chose, aussi bien les gouvernements, les entreprises, les citoyens, etc. Et derrière, il ne se passe pas grand-chose. On essaye de comprendre pourquoi. Est-ce que c'est juste un problème technique? Est-ce que c'est de la mauvaise foi? Est-ce qu'il y a des ressorts plus humains? Avant de commencer, pour parler d'où je vous parle, parce qu'aujourd'hui j'appartiens à une famille qui s'appelle les sciences cognitives, qui sont connues de manière disparate, on va dire, selon les personnes. Les sciences cognitives, c'est une sorte de discipline inter- et transdisciplinaire. On essaye de comprendre l'humain à on appelle ça à différents niveaux explicatifs, donc aussi bien au niveau moléculaire, qu'au niveau cellulaire, qu'au niveau tissulaire, qu'au niveau psychologique, mais aussi social, anthropologique, culturel, philosophique. On essaye de collaborer pour comprendre, parce que à la base, l'intuition des sciences cognitives, si on fait un peu un mini historique des sciences, à la base, les sciences cognitives, c'est ça qui nous a donné l'intelligence artificielle. Je ne sais pas si vous êtes familier avec l'histoire un peu des sciences cognitives, mais l'intuition initiale des sciences cognitives, c'est de se dire ok, on a maintenant l'informatique, on va essayer de créer un neurone électronique. Et l'intuition de base, c'était en créant ce neurone artificiel, c'est pour ça c'est pour ça que quand on parle d'intelligence artificielle, on parle de réseaux neuronaux. Genre, c'est bizarre de parler de réseaux neuronaux quand on parle d'intelligence artificielle alors qu'il n'y a pas de neurones. Mais en fait, c'est par design. En fait, la base de l'intelligence artificielle, c'était des mouvements dans les années 60, 50, 40 aux États-Unis, de se dire, ok, si on peut créer un truc comme un neurone dans un ordinateur, ça va nous aider à comprendre comment fonctionne le cerveau. Donc, ils avaient créé les premières intelligences artificielles, ça s'appelait un perceptron, pour ceux que ça intéresse. C'est un truc qui peut faire un peu de vision. Et on a réalisé, quasiment 80 ans plus tard, que ça ne tient pas vraiment ses promesses. On a encore beaucoup de mal, malgré beaucoup d'argent mis dans la recherche. On n'arrive pas vraiment à comprendre le fonctionnement de l'humain juste à partir du fonctionnement des neurones. Que c'est un niveau explicatif qui ne va pas être suffisant pour comprendre des choses comme l'émergence de la conscience, de la prise de décision, le lien entre la raison et les émotions, la mémoire, tous ces trucs. On est très bon à comprendre aujourd'hui, principalement tout ce qui est mouvement. C'est pour ça qu'on est très bon à traiter les troubles du mouvement, avec des stimulations cérébrales profondes, etc. Mais certains troubles neurodégénératifs, mais pour la population générale, on n'a pas compris grand-chose. Et donc aujourd'hui, je vais parler un peu, ça va être à partir de plusieurs de ces disciplines, pas juste des neurosciences, mais aussi de la psycho, de quelques notions peut-être de sociaux, on verra. Et on va parler des liens cognitifs dans la prise de décision médicale. Désolé, mes polices que j'utilise sur mon ordi ne sont pas sur cet ordi. Donc parfois les tailles sont pas bonnes. Il va y avoir des mots qui partent partout, mais on va essayer de faire avec.
Si vous avez des questions, interrompez-moi. J'aime être interrompu, ça paraît bizarre, mais c'est juste plus simple. Surtout que je ne sais pas qui sait quoi sur la cognition. Et donc si vous sentez que c'est des trucs vraiment basiques, on saute des parties, des blocs. Et si non, ben on continue, tout simplement. Ça va vraiment être une présentation plus fonctionnelle, donc on ne va pas parler de l'anatomie cérébrale, de comment ça se passe d'un point de vue moléculaire, cellulaire. On est plus vraiment sur... Moi, je fais une thèse en neurosciences cognitives, donc c'est vraiment d'un point de vue fonctionnel de la cognition. Mais si vous avez des questions plus sur d'autres niveaux explicatifs, n'hésitez pas à me le dire, qu'il fallait juste que je fasse des choix. Et donc récemment, j'ai créé une structure, un collectif qui s'appelle Chiasma, où on s'intéresse justement à la formation de nos opinions, etc. Et la semaine passée, il y avait la soutenance de thèse d'une membre de Chiasma qui était justement sur la prise de décision médicale, notamment les biais de surconfiance chez les médecins. Et un de nos membres est neurologue réanimateur. Et il a publié un article justement sur la prise de décision médicale dans des situations de devastating brain injury. Je ne sais pas comment dire en français, genre des troubles, des problèmes neurologiques dévastateurs. Comment est-ce qu'on prend une décision si un patient est conscient ou pas? Peut-être que vous connaissez, c'est Benjamin Rowe, qui est à l'unité de Lionel Nakache. Donc on va parler de tout ça. Le titre est un peu trompeur, parce qu'on va parler des biais cognitifs dans la prise de décision médicale, mais la prise de décision médicale sera vers la fin, parce que déjà il faut qu'on soit sur la même longueur d'onde de c'est quoi les biais cognitifs, et donc on va faire, genre ça va être divisé en plusieurs parties. La première partie va être une sorte d'introduction assez générale de quelques propriétés de notre fonctionnement, puis on fera genre des sortes de blocs de comment est-ce qu'on part de nos sens à notre cognition, à notre comportement. Puis on verra c'est quoi un biais cognitif au juste. Et on finira sur quels sont les biais les plus communs dans la prise de décision médicale. Encore une fois, s'il y a des questions, s'il y a des choses qui sont hyper basiques, s'il y a des choses que vous connaissez déjà, n'hésitez pas à m'interrompre, à me dire ça, tu peux sauter, genre tu peux y aller. Ça va être plus simple pour tout le monde. Et sinon, encore une fois, vous m'interrompez. Je pense qu'on est ensemble pendant 1h30. On verra comment ça avance. On fera des questions, soit des questions-réponses au fil de l'eau, soit à la fin, on fera une discussion. Ça va pour tout le monde? La première chose à savoir, et un peu bizarre, c'est que les sciences cognitives, les neurosciences, etc., sont ce qu'on appelle des sciences performatives, c'est-à-dire les croyances qu'on a sur notre fonctionnement changent la manière dont on agit. On a en gros deux types de pensées, on en a plein, mais pour aujourd'hui on va dire qu'on en a deux. On a ce qu'on appelle les pensées inertes, ces pensées qui n'ont pas d'impact sur notre fonctionnement. Par exemple, si je pense que ce cabinet est fait de bois, mais en fait je découvre 5 ans plus tard que c'est un nouveau polymère de métal, ça ne change pas grand-chose sur comment je vais l'utiliser. Une sorte de croyance inerte. Mais on a des croyances qui sont performatives sur nous-mêmes. Par exemple, si je suis médecin et je crois que les patients ne suivent pas leur traitement, ça va être une croyance performative. Je vais peut-être, par exemple, privilégier des traitements qui sont à diffusion lente, une fois par mois, au lieu de me dire je vais leur donner des cachets chaque semaine parce qu'ils ne sont pas fiables et donc ils vont faire n'importe quoi. On appelle ça des croyances performatives. Et il se trouve que la majorité d'entre nous, qu'on soit psy ou pas, qu'on soit neuroscientifique ou pas, ou qu'on soit dans n'importe quel métier, qu'on soit boulanger ou architecte, on a des croyances sur comment on fonctionne. Parce qu'on se gère toute la journée. Et donc on a plein de croyances, on appelle ça en anglais folk psychology, la psychologie intuitive. On a plein de croyances comme ça, les uns sur les autres. Par exemple, une croyance très commune, il y a une période, j'écrivais des chroniques dans l'Express, je ne le fais plus, mais j'avais écrit une chronique sur le mythe de la résistance au changement. Par exemple, on a tous une croyance que les gens n'aiment pas changer. On a une sorte de résistance au changement qu'on va parfois expliquer avec des termes hyper biologisants, que la plasticité cérébrale, qu'on préfère faire ce qu'on fait d'habitude, etc. Alors que c'est pas vrai, on n'a pas une sorte de résistance au changement inné. Il y a des situations qui font qu'on change plus difficilement et d'autres. Et donc ces croyances sont performatives. Si moi je crois que les gens n'aiment pas changer, je vais agir avec eux d'une manière différente que si je pense que non. En fait, ça dépend du changement qu'on est en train de mettre en place. Quelques exemples, et quand on les ignore, ça a de vrais risques, comme par exemple les effets rebonds. Les gens vont faire le contraire de ce que je crois qu'ils vont faire. Un effet rebond très connu s'appelle l'effet Cobra. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est une politique, en fait, en Inde, ils avaient une sorte d'investation de Cobra. Et donc le gouvernement s'est dit, en fait, la meilleure manière de motiver les gens, c'est à travers des incitations financières. Et donc on va faire une sorte de programme, on va demander l'aide des citoyens, et ceux qui nous ramènent des cobras, on leur paye une
récompense. Sauf que c'est mal comprendre en fait comment fonctionne la cognition humaine. Les gens ont commencé à élever des cobras chez eux, tout simplement, pour avoir plein de cobras et aller se faire plein de culs. Donc le gouvernement n'avait plus de sous pour payer tous ces cobras qui étaient en train de sortir de nulle part. Et donc les gens ils se sont dit ok, on ne va plus payer. Ils ont arrêté le programme de récompense financière. Les gens qui se retrouvaient avec des tonnes de cobras chez eux à la maison ne savaient plus quoi faire. Donc ils les lâchaient. Plus de cobras qu'à la base. On a plein d'exemples comme ça d'effets rebonds ou d'absence d'impact. Et donc, quelques autres exemples de psychologie intuitive qu'on retrouve souvent, le modèle du déficit d'information. C'est-à-dire si les gens ne font pas ce que je leur dis ou ne sont pas d'accord avec moi, c'est qu'ils ont mal compris. On le voit beaucoup par exemple en médecine, où on pense qu'une grande partie de la solution, c'est des campagnes de sensibilisation et d'éducation, alors qu'on sait que savoir ne suffit pas. C'est juste comme ça, savoir ne suffit pas. L'acceptabilité, les gens vont être acceptables ou pas. Et enfin, le modèle qui nous intéresse aujourd'hui, parce que pendant très longtemps, on avait un modèle théorique de la cognition qui s'appelle le modèle de l'homo economicus, qu'on est des êtres qui décidons sur la base de risque-bénéfice. En gros, quand je dois prendre une décision, mon cerveau va fonctionner de manière un peu probabilistique, où il va se dire, ok, quels sont les avantages, quels sont les inconvénients, et délibérer et choisir la situation la plus bénéfique. Sauf que c'est pas du tout comme ça que ça marche, c'était un modèle qu'on avait dans les années 50, on fera une sorte de mini-historique des modèles théoriques de la cognition humaine. Et ça, c'était avant l'arrivée d'un chercheur qui s'appelle Herbert Simon, qui a montré qu'on ne fonctionnait pas du tout comme des homo economicus. Et si vous voulez un exemple vraiment très banal, très simple, qui prouve qu'on ne fonctionne pas comme ça, c'est tout simplement la clope. Si on fonctionnait sur des coûts-bénéfices, il ne devrait pas y avoir de fumeurs dans le monde, il se trouve qu'il y en a. Et donc il y a quelque chose qui est en train de se passer dans notre cerveau, qui n'est pas le coût-bénéfice, et c'est un peu ce modèle qu'on va essayer d'introduire, qu'on n'est pas vraiment des êtres rationnels, entre guillemets, et on peut débattre pendant des heures sur c'est quoi la rationalité. Donc ça, c'est un peu le premier problème, c'est qu'on ne fonctionne pas vraiment de manière logique et cohérente, et donc la question devient comment est-ce qu'on fonctionne. Et pour essayer de répondre à cette question, j'ai une question un peu provocatrice. On entend souvent parler de la pensée unique, mais on ne pense pas tous la même chose. Par exemple, vous faites votre cursus en médecine, je vous présente des cas et vous n'allez pas me donner la même conduite à tenir à tout le monde. Alors qu'on est supposé partir d'un réel qui est objectif, qui est indépendant de nous et qui est commun. Et on arrive à des opinions très très différentes. Et la question c'est pourquoi. Et évidemment, il y a plein de pistes de pourquoi on pense la même chose. On n'est pas éduqué de la même manière, on n'a pas les mêmes valeurs, on n'a pas le même âge, donc on n'a pas grandi dans le même monde, on n'a pas les mêmes tempéraments d'un point de vue génétique, notre biologie n'est pas la même. Mais on pense qu'il y a d'autres raisons. Que ces deux raisons, donc l'hypothèse environnementale, qu'on ne grandit pas dans un même environnement, et l'hypothèse biologique, qu'on n'a pas les mêmes tempéraments, les mêmes gènes, ne peut pas expliquer, que ces deux hypothèses ne sont pas suffisantes pour expliquer l'énorme variabilité qu'on voit dans le monde dans la prise de décision. C'est pas logique. On prend parfois des gens qui sont de milieux socio-économiques vraiment très similaires, que leurs tempéraments ne sont pas si différents, ils font un même cursus éducatif, ils grandissent dans des conditions similaires et on arrive à des opinions très différentes, de telle manière parce que, du point de vue épistémologique, on ne peut pas vraiment expliquer ça juste par ces deux facteurs. Et donc il y a d'autres facteurs qui sont en train de rentrer en jeu, des facteurs qui sont plus en lien avec la manière dont on traite l'information. Et c'est un peu de ça qu'on va parler, mais avant de rentrer dans pourquoi, genre qu'est-ce qui pourrait expliquer ça, on va faire un jeu. J'aime bien parfois faire comme ça des jeux. Sur la prochaine diapo, j'ai une sorte de jeu, je ne sais pas comment l'expliquer différemment. Vous connaissez tous, j'imagine, les jeux des 7 différences, sauf que là, c'est le jeu des 1 différence. Il y a une différence en 2 images, il faut que vous essayiez de trouver c'est quoi la différence. La différence de ce jeu, c'est qu'au lieu que les images soient l'une à côté de l'autre, les 2 images sont l'une derrière l'autre. Donc vous allez voir une image puis l'autre, et entre les 2 images, on a intercalé l'équivalent d'un clignement des yeux, un cache de genre 250 millisecondes. Il faut juste que vous essayez de trouver qu'est-ce qui change. La première chose à savoir, c'est que s'il n'y avait pas ce cache de 200 millisecondes, 300 millisecondes, je ne me souviens plus de la valeur qu'on avait mis, vous aurez vu instantanément. C'est le fait de devoir garder en mémoire l'image pendant 250 millisecondes, ça va vous mettre un peu plus de temps. Et la deuxième chose, c'est que quand vous trouvez, le but n'est pas de vous mettre en échec, vous allez tous et toutes trouver. C'est juste que ça ne va pas être instantané. Certains vont trouver plus vite que les autres. Quand vous trouvez, juste lever la main pour laisser le temps pour les autres de trouver. Et quand on a, je sais pas, la moitié de la salle qui a trouvé, on dira c'est quoi. Donc un seul truc est en train de changer. Quand vous voyez c'est quoi, vous levez la main. Et après on en repart. Alors
Alors on a eu la première personne, deuxième personne, 3 à 4, ça a commencé à s'accélérer. Déjà, les personnes qui ont trouvé ne comprennent pas pourquoi les autres ne sont pas en train de voir. Et ne comprennent pas pourquoi eux, ils n'ont pas vu directement. Là, les autres commencent à avoir la pression. Plus vous avez la pression, moins vous avez une chance de trouver. Et au bout d'un moment, il y a les mythos qui lèvent la main sans avoir trouvé. C'est pas très grave. Donc on va demander à quelqu'un qui a trouvé... c'est quoi? Non, n'importe qui. Juste dites-leur. La barre. C'est quoi la barre qui monte, qui descend? Moi j'étais focus sur la bouche. C'est pas un mini. C'est quand même quelque chose d'assez... C'est un biais cognitif. C'est juste qu'il est dans l'arrière-plan. Les verts, j'ai regardé. Le fait que c'est dans l'arrière-plan. Moi, je regardais là. Moi, j'ai regardé On n'arrive pas à garder en mémoire. Encore une fois, si je vous avais fait la même chose sans le cache gris, c'est instantané. Et ça nous explique 3 choses qui sont vraiment des sortes de règles de base de la cognition humaine, qui peuvent expliquer un peu pourquoi on ne pense pas la même chose. Je vais essayer de prendre le temps d'expliquer un peu tout ça. C'est que là, la tâche, c'est de garder en mémoire une image, assez de temps pour la comparer à une autre image. Et déjà, ça, vous avez vu, ça prend un peu plus de temps. Et en fait, on pense qu'il y a 3 raisons principales de pourquoi on ne pense pas la même chose, même si dans une sorte d'expérience de pensée, on prend 2 personnes identiques et on les fait vivre quasiment la même vie, on pense qu'ils ne penseraient pas la même chose quand même, en restant dans un cadre matérialiste, etc., c'est-à-dire pas l'âme, machin, tout ça. On pense que c'est dû à nos ressources hyper limitées, parce qu'on a une perception qui est très partielle, on ne voit pas tout. Genre si je regarde là, je ne sais pas ce qui se passe ici, on a une attention qui est très limitée. Genre là, je sais pas, ça fait peut-être 10 minutes que je vous parle, je serais incapable de répéter exactement ce que j'ai dit. Et le monde est complexe. Et ça, ces 3 facteurs, le fait que j'ai des ressources attentionnelles et perceptives hyper limitées, et que je navigue un monde très complexe, fait qu'on arrive à une sorte de règle générale de la cognition, qui est vraiment à la base de tout ce qu'on va voir aujourd'hui. On est tout le temps, en train de naviguer un monde incertain avec des informations incomplètes. En fait, on pense qu'on voit la même chose, on pense qu'on est en train de partager le même monde, mais on n'est pas en train d'acquérir toute l'information du monde. On est tout le temps en train d'acquérir des informations partielles et partielles. Aussi bien d'un point de vue perceptif, je pense que je ne vous apprends rien en vous disant qu'il y a juste la vision fovéale qui est colorée, la vision périphérique est en noir et blanc, c'est notre cerveau qui la colore en même temps. On peut faire ça sur tous nos sens, mais aussi au niveau cognitif. Le problème, c'est que ça, d'un point de vue phénoménologique, de notre existence, on n'a pas l'impression, on n'a pas ce truc dans notre vécu. C'est-à-dire quand je regarde, je ne vois pas des points, même si je couvre un œil, je ne vois pas le point aveugle de ma rétine par où sort mon nerf optique, il n'y a pas un trou. Mon cerveau est tout le temps en train de compléter. Pardon? Ah, là. Non, c'est le... Oui, c'est le... Est-ce qu'il veut dire quelque chose? Si vous voulez dire quelque chose, n'hésitez pas à interjecter. Je ne sais pas comment vous pouvez faire, mais... Voilà, c'était ça que je voulais. Ok, donc vous mettez dans le chat et on essaiera de voir. On n'a pas conscience. En fait, on navigue de l'information incomplète, mais notre cerveau est en train de la compléter en permanence. Mais on n'a pas conscience de qu'est-ce qui vient de nous et qu'est-ce qui vient de mon cerveau. Mon cerveau est en train de compléter des choses, pas juste d'un point de vue perceptif, mais aussi d'un point de vue cognitif. Et donc, même si on a l'impression que, par exemple, on est en train d'assister à une même conférence, on ne la retient pas en entier, et tout se mélange. Tout ce qui vient de moi, c'est une sorte de mini-confabulation, et la perception du monde réel sont tout le temps en train de se mélanger. Et donc, on peut avoir des opinions différentes parce qu'on n'a pas vécu la même réalité. Et c'est un peu ça ce qu'on va voir ensemble. Donc, c'est de là que viennent tous les exemples assez marrants et drôles des corrélations des cognitions, parce que ça appelle une autre question qui est très importante, c'est du coup comment est-ce que je peux acquérir de la connaissance de bonne qualité? Si je suis tout le temps face à des informations incomplètes que je suis en train de compléter, comment je sais que je suis en train d'avancer? Et pendant longtemps, on n'avait pas vraiment une méthode d'acquisition de la connaissance. Par exemple, en médecine, pendant, je sais pas, 2000 ans, on a fait la saignée. La saignée, ça vient de ce qu'on appelle de l'information, de l'acquisition de la connaissance intuitive. Une personne est malade, il y avait les modèles des humeurs. Une personne est malade, du coup la meilleure chose à faire c'est de sortir la maladie. On coupe, on laisse couler un peu de sang, on attend quelques jours. Si la personne a par exemple un rhume, la personne va mieux. Mais on a fait ça pendant 2000 ans. Pas genre 100 ans, 200 ans, pendant 2000 ans, quasiment notre première ligne de défense c'était la saignée, avec des gens qui ont les mêmes appareils cognitifs que nous. Ils n'étaient pas plus imbéciles ou plus intelligents. Mais on pouvait soutenir ça, parce que l'information incomplète qui existait, on ignorait l'existence du système immunitaire, des microbes, des virus, de toute la microbiologie. Et donc notre cerveau semble broder des histoires
avec l'information qui est disponible. Il n'y a rien dans notre cerveau qui dit « Attention, tu es en train de louper tout un pan du monde. » On fait avec ce qu'on a, avec les moyens de bord, et c'est efficient et ça nous aide à survivre. Et c'est comme ça, comme je vous disais, qu'on peut arriver à des choses assez marrantes. Ça, c'est un chercheur qui s'appelle Tyler Vigen. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Et lui, son délire, c'est de télécharger des banques de données publiques. Donc tous les chiffres sont vrais. Et de mettre ensemble des choses qui sont complètement absurdes. Par exemple, là, vous avez en noir le nombre de films dans lesquels Nicolas Cage est apparu. En rouge, le nombre de personnes qui sont mortes noyées dans une piscine. Aucun lien, corrélation de 66%. Et on pourrait se dire, si on ne sait pas comment fonctionnent les noyades et comment fonctionne le cinéma, que pour réduire les noyades, il faut demander à Nicolas Cage de faire moins de films. Évidemment, ça ne tient pas, c'est de là que vient corrélation, n'est pas causalité, etc. Pendant le Covid, il y avait des tonnes de trucs hyper marrants qu'on pouvait faire, genre les cas de Covid évoluent en fonction du nombre de McDo, mais parfois ça a des conséquences sur des politiques publiques. Par exemple, aux États-Unis, dans les années 50, ils avaient une mini-pandémie de polio, et les cas de polio corrélaient de manière assez troublante avec les ventes de glace. Et à l'époque, les médecins de l'époque et les autorités publiques avaient fait des recommandations à la population de ne plus manger de glace, le temps de comprendre comment est-ce que les glaces ont été polluées à la polio, je ne sais pas c'est quoi le verbe, ça m'échappe, infectées à la polio. Les glaces, ils payent beaucoup d'argent pour faire un rappel des stocks de glace, ils testent les glaces, et les glaces étaient complètement normales, il n'y avait vraiment rien. Tout simplement, il y avait ce qu'on appelle en recherche un facteur confondant, j'imagine que vous connaissez tous les facteurs confondants, et dans ce cas-là, le facteur confondant, c'était la température, la saisonnalité. Quand il fait plus chaud, on mange plus de glace, quand il fait plus chaud, la polio se répand plus vite. Information incomplète, le cerveau complété en se disant bah, c'est des glaces. D'ailleurs, quand ils ont testé les glaces, il n'y avait rien. Certaines personnes ont fait l'hypothèse que peut-être que quand on a la polio, ça nous donne envie de manger des glaces. Et c'est la polio qui était en train de driver les glaces. Ce qu'on vient de faire, et ce qu'on appelle en science un modèle théorique, donc la science de développer des modèles théoriques explicatifs, pour essayer d'expliquer comment les choses marchent, mais on peut dire que notre cerveau est une sorte d'organe à créer en permanence des modèles théoriques. On est tout le temps, c'est juste qu'ils ne sont pas explicites. Si nos modèles théoriques en science sont explicites, je vais pouvoir les soumettre à des pairs, les améliorer, chacun rajoute une pierre à l'édifice, etc. Notre cerveau a des sortes de modèles théoriques implicites, surtout, sur comment vous fonctionnez, comment fonctionnent vos potes, comment fonctionne votre couple, votre célibat, la société, la politique, les retraites, la guerre en Ukraine, ce que vous voulez. C'est de là que vient un adage dont vous avez sûrement entendu quelque part. Il n'est pas là, la question a sauté quelque part, qui dit « la carte n'est pas le territoire ». Donc notre cerveau est en train de créer des cartes. Ces cartes sont des sortes de modèles du monde qui vont nous permettre d'interagir avec le monde réel qui est le territoire. Et ces cartes peuvent être plus ou moins bonnes. Les cartes de la saignée étaient vraiment pourries, alors que nos cartes, je ne sais pas, sur le déplacement des objets dans l'espace, sont très bonnes. Mais si on veut comprendre la prise de décision humaine, la question devient comment est-ce que notre cerveau développe ces cartes. Avec des moyens très limités, avec de l'information incomplète, comment est-ce qu'on développe ces cartes? C'est ça qu'on va essayer de faire pour arriver à notre cognition. Et donc pour développer nos cartes, on a besoin de faire 4 choses. Il faut que je puisse percevoir le monde avec mes sens. Une fois que j'ai perçu le monde, il faut que je puisse l'interpréter, le mettre dans les autres cartes que j'ai déjà. Une fois que je l'ai interprété, on est des animaux sociaux, il faut pouvoir le communiquer. Et tout ça baigne dans un contexte qu'on appelle notre environnement. Ça, c'est pour mon introduction. Est-ce que ça va? Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est des choses que vous connaissez vraiment bien et je peux aller plus vite? Est-ce que non, c'est la bonne cadence? C'est bien, il faut rester sur la ouais. Et donc, on va commencer par notre perception, passer à notre interprétation. Je ne sais pas si on fera aujourd'hui communication environnement. Si ça vous intéresse, on pourra faire toute une conférence sur ce qu'on appelle la cognition sociale. Aujourd'hui, on va juste rester dans l'individu et son cerveau. Qui prennent des chaises. D'autres choses qui sont intéressantes dans la cognition sociale, c'est pas de ça qu'on va parler aujourd'hui. Aujourd'hui, principalement, on va se focaliser sur notre perception, notre interprétation et notre prise de décision. Donc, notre perception, c'est vraiment très simple. C'est nos sens. C'est grave et faux, on n'a pas 5 sens, on en a 8. Genre, il y a aussi la thermoception, la nociception et la proprioception. Ça marche de la même manière pour tous. On a des sortes de capteurs qui sont en train de représenter le monde. Et pendant longtemps, on pensait que nos sens fonctionnent sur la base de reconstruction. Donc pendant longtemps, on pensait que nos sens
fonctionner de manière qu'on appelle passive, c'est-à-dire nos sens fonctionnent sur le principe de reconstruction. Dans notre cerveau, on est en train de reconstruire des trucs. En gros, là vous avez des photons de lumière qui rebondissent sur l'écran, touchent votre rétine est capable de transformer les photons de lumière en un signal électrique qui va le long de votre nerf optique, cortex occipital, optique, et l'image est recréée et vous reconstruisez le monde. Et on a même des modèles théoriques sur comment est-ce qu'on reconstruit le monde, par exemple pour la vision, donc tout passe par le relais, on a le chiasma optique, et après V1 recrée la forme, V2 la couleur et la forme, V3 les formes dynamiques, les lobes, bon, après c'est envoyé aux aires visuelles associées, et on avait une relativement bonne compréhension de tout ça. Si vous regardez un objet complexe, je vais juste bouger le truc de zoom, si vous regardez un objet complexe, vous avez vos cortex inférotemporaux qui vont recréer la forme, la quatrième aire visuelle qui recrée la couleur, la première aire visuelle qui recrée l'orientation, le mouvement, etc. Et pendant longtemps, jusqu'à il y a, je sais pas, une quinzaine ou une vingtaine d'années, on pensait qu'on avait compris la perception. La perception, c'est de la reconstruction. Je touche quelque chose et j'ai des capteurs haptiques qui vont me permettre de toucher la texture, etc. Récemment, un nouveau modèle théorique de la cognition a commencé à gagner en puissance, qui s'appelle le Predictive Processing, ceux qui sont intéressés par le modèle théorique, le PP. Et on a dit, en fait, c'est pas possible. Genre, c'est pas possible. On ne pourrait pas fonctionner si notre perception, c'était juste de la reconstruction. Et donc, des chercheurs, avec des papiers assez élégants, je trouve, ont réussi à prouver que... Donc, on appelle ça l'approche bottom-up. On est en train de capturer de l'information qui va de l'extérieur et qui monte jusqu'à mon cerveau, à mon cortex, mon cortex à la fin. Ils ont montré que ça ne peut pas marcher comme ça, qu'il y a beaucoup aussi dans la perception de ce qu'on appelle du top-down, et que notre cerveau n'est pas juste en train de reconstruire le monde, mais que notre cerveau est aussi en train de le prédire. Qu'il y a des opérations de prédictibilité qui sont en train d'avoir lieu. Qu'on est en train, genre il y a un chercheur sur la conscience, pour ceux que les sujets de la conscience intéressent, qui s'appelle Anil Seth, qui dit que la conscience est une sorte d'hallucination contrôlée. On est en train de, en permanence, pas juste percevoir le monde, mais en temps réel aussi de l'halluciner à partir de prédictions de ces cartes qu'on a créées, de nos a priori. Par exemple, si vous êtes sur cette image, la reconstruction, ok, vous êtes en train de reconstruire, vous prenez vos a priori et vous dites, ok, ça c'est un pare-brise, il pleut, on est probablement sur l'autoroute, on est dans une voiture, il y a plein de voitures qui sont à côté. Mais si notre perception c'était juste de la reconstruction, d'un point de vue mécanique, on ne pourrait pas survivre en fait. On serait mort instantanément parce qu'on est en train d'aller à 120, 130 km/h. Il faut que mon cerveau soit en train de prédire le monde, que je puisse prédire comment les autres voitures vont agir pour que je puisse adapter mon comportement. Et donc on a découvert que dans notre perception, donc même à un niveau hyper basique, perceptif, on est en train de prédire des choses en permanence. Et ces prédictions ont des conséquences assez importantes. Et donc un des articles qui explique comment la prédiction est en train de rentrer en jeu utilise l'image que vous avez vue tout à l'heure, une illusion d'optique, pour expliquer tout ça. Donc là, j'imagine que tout le monde sait de quoi il s'agit. Si vous regardez ces trois voitures, vous voyez cette voiture comme plus petite que celle-ci, mais en fait c'est exactement la même taille, c'est la même voiture. Si vous ne me croyez pas, parce qu'il y a souvent des gens qui ne me croient pas, et tant mieux, c'est exactement la même voiture. Et comment est-ce que ça marche? Là, ça ne marche pas juste sur la reconstruction, ça marche sur la prédiction. Notre cerveau a des sortes de règles générales de la vision qu'on acquiert très tôt dans l'enfance. Dans ce cas-là, c'est des effets de perspective, et c'est une sorte de règle très banale. Les choses qui sont loin de moi apparaissent plus petites que les choses qui sont proches, donc vous apparaissez plus grand que les personnes au fond de la salle. Si une personne au fond de la salle apparaissait exactement de la même taille que vous, ça veut dire qu'elle est géante. Et donc mon cerveau va corriger dans ses processus prédictifs, vous faire apparaître beaucoup plus grand. Et donc vous allez apparaître plus grand. Et donc ici on a trois voitures, et une qui est plus loin, mais qui fait exactement la même taille que celle qui est proche, et notre cerveau va genre une sorte d'écraser le réel, et la faire apparaître comme plus grande. Et donc on va la voir plus grande. Et ce qui est intéressant, pour revenir à ce que je disais au début, maintenant que vous savez qu'ils font la même taille, ben, ça ne change rien. L'effet ne s'effondre pas. On appelle ça les illusions non-collapsible, qui ne s'effondrent pas, alors que le truc de la barre, c'était collapsible. Une fois que vous l'avez vu, vous ne pouvez plus le voir. Et là, ça ne change rien. On ne peut pas, genre, réécrire, écraser ces croyances très basiques et dire à notre cerveau, en fait, non, ils font la même taille, donc rapetit les deux autres voitures. Et donc, ces mécanismes
de processing prédictif, ces mécanismes de processing prédictif vont être centraux à notre histoire de biais cognitifs dans la prise de décision médicale. Et pour l'expliquer, on va utiliser une dernière illusion d'optique. Et après, on fera le saut dans nos cognitions. Parce que pour le moment, on est vraiment encore sur des tâches perceptives. Il n'y a pas d'affect, de raisonnement, il n'y a rien qui rentre en jeu. Et l'illusion va être une sorte de représentation de tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Et la suivante, pardon, c'est cette danseuse. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des illusions comme ça. Exactement. Ma question est très simple. Je veux que les personnes qui voient cette danseuse tourner dans le sens inverse dès que je lui montre, lèvent la main. Il n'y a pas de raisonnement. Vous voyez tourner dans le sens inverse dès que je lui montre, vous levez la main. On a une personne, deux personnes, trois personnes, quatre personnes. Et là, on revient à ce qu'on disait au début. C'est que vous êtes en train de regarder la même chose, mais vous ne voyez pas la même chose. C'est un peu étrange. On va essayer de comprendre pourquoi. Si vous la voyez changer, c'est votre cerveau qui change. Oui, c'est ça. Ça y est, je change. Je vais vous mettre tout le monde d'accord. Je vais mettre tout le monde d'accord et après on va en discuter parce que c'est vraiment une représentation visuelle de tout ce que j'essaye de vous dire aujourd'hui. Si je fais ça, si vous regardez à droite et au centre, la danseuse du centre va commencer à tourner dans le sens inverse celui du monde. Là, il n'y avait que 3 à 4 d'entre vous qui la voyaient tourner dans le sens inverse, mais non, normalement ça marche pour tout le monde. Si je fais ça, regardez à gauche puis au centre, elle tourne dans le sens celui du monde. Et pour vous prouver que je suis en train de tricher et de changer la danseuse du centre, si je fais ça, chacun et chacune d'entre vous peut lui changer de sens comme il ou elle veut. Si vous regardez quelques millisecondes ici, puis là, elle tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Quelques millisecondes ici, puis là, elle tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et chacun et chacune peuvent la faire changer de sens quand vous voulez, comme vous voulez. Et ma question pour vous, c'est comment? C'est pourquoi est-ce que c'est possible? Comment ça marche? Est-ce que quelqu'un a une idée d'un modèle théorique, d'un modèle qui peut expliquer pourquoi est-ce que la danseuse du centre, on peut la voir tourner de deux manières, alors que cette danseuse, vous pouvez essayer autant que vous voulez de la voir tourner dans le sens des aiguilles d'une montre, ça ne va pas le faire. Et vous pouvez essayer autant que vous voulez de faire tourner cette danseuse dans le sens des aiguilles d'une montre. Dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, ça n'allait pas réussir. Quelqu'un veut proposer une explication de pourquoi est-ce que cette danseuse, on peut la voir tourner de deux manières différentes, alors que là et là, ça ne fait pas. Alors les couleurs ont une fonction, oui, mais c'est laquelle? De donner un axe ou une rotation. C'est ce qui passe devant ou derrière. Ouais, quelqu'un a dit quelque chose, devant ou derrière? Oui. La perspective, exactement. Donc cette danseuse est incomplète, tout simplement. On a un mouvement en 3 dimensions et on n'a pas de marqueur de profondeur. Donc notre cerveau ne sait pas quand est-ce que la jambe passe devant ou derrière. À gauche et à droite, on a rajouté de l'information visuelle. Ça force une perspective. Vous voyez le rouge passer devant puis derrière, ça indique un sens de rotation. Et ici, vous voyez le bleu passer devant ou derrière, ça indique un autre sens de rotation. Le mot technique pour cette danseuse est ce qu'on appelle un stimuli ambigu. Elle est ambiguë parce qu'il lui manque de l'information. Et dans le cas de notre danseuse, on appelle ça un stimuli ambigu bistable, parce qu'elle peut être stabilisée de deux manières. C'est ce que vous avez à gauche et à droite. Vous avez ici une version stabilisée du stimuli ambigu, et ici une autre version stabilisée qui est l'opposé de l'autre, parce que c'est un stimuli ambigu bistable. Et ce qui se passe est vraiment mécanique, c'est vraiment genre hyper basique. Quand vous allez regarder ici quelques millisecondes, votre cerveau va former ce qu'on appelle un a priori visuel, et vous allez porter cet a priori, et vous allez stabiliser l'ambiguïté à partir de l'a priori que vous venez de former. Si vous regardez quelques millisecondes ici, vous allez former un autre a priori, et vous allez stabiliser avec cet a priori. Si on fait maintenant le saut à notre cognition, les a priori peuvent être des a priori visuels, mais on peut aussi avoir des a priori cognitifs, nos opinions préalables, les cas qu'on a vus, etc. Vous êtes face à cette situation, une personne a cet a priori-là, une autre personne a cet a priori-là, vous n'allez pas voir la même chose. Vous n'allez pas voir la même chose, pas parce que vous n'êtes pas d'accord, parce que vous êtes en train de compléter l'information avec différents a priori. Si cette danseuse est ce qu'on appelle un stimuli ambigu bistable, la réalité est ce qu'on appelle un stimuli ambigu multistable. Il n'y a pas juste deux manières de stabiliser l'ambiguïté du réel. On a vu dans notre introduction qu'une des règles de la cognition, c'est qu'on est tout le temps face à de l'information incomplète. La question c'est incomplète. Combien? Et que donc on est tout le temps en train de stabiliser l'ambiguïté. Il y a certains philosophes des sciences de la cognition qui disent qu'il y a autant de manières de stabiliser l'ambiguïté du réel qu'il y a d'individus. C'est ça qui nous rend uniques. Quand on dit vous êtes unique comme tout le monde. Ce qu'il faut votre unicité, c'est pas le réel parce que le réel est commun pour tout le monde. C'est la manière dont on complète le réel, la manière dont on stabilise l'ambiguïté du réel. Il y a même certains chercheurs en psychocognitif
qui disent qu'en fait, le trait de personnalité d'une personne, quand on parle de personnalité, ce que ça veut dire d'un point de vue fonctionnel d'une personnalité, je ne sais pas si vous savez, mais la notion de personnalité est très débattue en psychocognitif et même en psychoclinique. Et il y a donc des chercheurs qui disent, en fait, une personnalité, c'est une description de comment une personne stabilise une situation. C'est juste ça. C'est comment une personne complète l'information manquante. Par exemple, je ne sais pas si je prends un trait de personnalité, la jalousie. Personne ne se dit, moi, je vais être jaloux. C'est pas quelque chose qu'on choisit. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que je suis en train de décrire quand je dis une personne est jalouse? En fait, c'est quoi une personne jalouse? Imaginez, moi, je suis quelqu'un de jaloux, donc c'est un set d'a priori que j'ai. Je prends mon téléphone, j'appelle la personne avec qui je suis en couple. Cette personne ne répond pas. C'est un stimuli ambigu, il manque de l'information, je ne sais pas pourquoi elle ne répond pas. Une personne jalouse, c'est une description qui décrit comment une personne complète cette ambiguïté en disant elle ne répond pas parce qu'elle me trompe. Une personne pas jalouse, c'est une personne qui stabilise l'ambiguïté en se disant elle ne répond pas parce qu'elle est occupée. C'est quoi une personne optimiste? L'optimisme, c'est une description de la stabilisation de l'ambiguïté du futur. Le futur, par définition, est incertain et incomplet. Une personne optimiste, c'est quelqu'un qui stabilise l'ambiguïté du futur en se disant ça va bien se passer. Une personne pessimiste, c'est une personne qui stabilise l'ambiguïté du futur en se disant ça va mal se passer. Et vous pouvez prendre n'importe quel trait de personnalité, n'importe quel tempérament, et vous allez souvent le rattacher à une complétion d'informations incomplètes. Un autre exemple, par exemple, de simili ambigu qui est très connu, c'est le lapin-canard. Et là, on commence à être dans le cognitif. Il faut avoir les concepts de canard et de lapin pour voir les deux. Si une personne n'a jamais vu de canard de sa vie, connaît que les lapins, elle ne voit qu'un lapin. Si une personne n'a jamais vu de lapin, ne connaît que les canards, elle ne voit qu'un canard. Et si une personne ne connaît ni les lapins ni les canards, ben elle voit des traits noirs sur un fond blanc. Ça ne lui dit rien. Et donc, on peut dire de manière un peu provocatrice qu'on ne voit pas le monde tel qu'il est, on voit le monde tel que nous sommes. On est en train de mettre de soi tout le temps dans nos interactions avec le monde. Le danger de ce genre de phrase, dont je ne suis pas particulièrement fan, c'est que ça ouvre la porte au relativisme. De dire chacun est en train de créer son monde, il n'y a pas de réalité, tout est la même chose, etc. Et en fait, non, il y a une sorte de règle très contraignante de comment est-ce que ça s'équilibre. Plus une situation est ambiguë et incertaine, et plus je peux lui donner le sens que je veux, plus j'ai des a priori sur un sujet, et plus je peux stabiliser l'ambiguïté, et moins une situation est ambiguë et incertaine, et moins je peux lui donner le sens que je veux. C'est pour ça que quand on fait des protocoles expérimentaux, on veut faire du double aveugle. Le but du double aveugle, c'est d'enlever la partie où je suis en train de mettre de moi-même dans le truc pour essayer de voir qu'est-ce qui reste. Il y a un auteur qui a dit le réel, c'est ce qui reste quand on n'y croit plus. En gros, c'est ce qui reste quand on n'est plus en train de le compléter. Par exemple, moi, je vous ai dit, durant le travaux de thèse, j'ai fait une thèse sur les troubles anxieux. C'est quoi un trouble psychiatrique? C'est une description aussi de stabilisation de l'ambiguïté, entre autres d'un point de vue fonctionnel, évidemment. Rappelez-vous, il y a ces différentes couches, niveaux d'explication. Par exemple, dans la cognition sociale, on a 3 types de pensées. On a ce qu'on appelle les pensées du premier ordre, qu'est-ce que je pense de moi. On a le pensée du second ordre, qu'est-ce que je pense des autres. Et on a le pensée du troisième ordre, qu'est-ce que les autres pensent de moi. Le pensée du troisième ordre viennent souvent de moi, parce que je n'ai pas accès à ce que les autres pensent de moi. Je ne sais pas, par exemple, si maintenant vous êtes en train de vous dire « Ah, c'est intéressant », ou vous êtes en train de dire « Je suis en train de perdre mon temps ». Avoir une anxiété sociale, c'est un trouble qui fait que mon cerveau, mes pensées du troisième ordre, c'est tout le temps sur un registre négatif. Par exemple, si moi j'ai une anxiété sociale, et je viens vous faire cette présentation, je vous regarde et je me dis, je vois dans ses yeux qu'elle regrette de m'avoir invité. Elle va devoir demain dire à ses collègues, désolé, je me suis trompé, une erreur de casting. Je vais avoir mon cœur qui s'accélère, l'anxiété est très physiologique, je commence à suer, et peut-être je vais vous dire, je me sens pas très bien, je vais m'enfuir, et je vais aller aux urgences. Inversement, imaginez que moi je suis pas du tout anxieux social, je suis le mec le plus arrogant au monde, je pense que je suis le mec le plus intelligent. Je vous regarde, vous me regardez encore de la même manière, et là je me dis, je vois dans vos yeux que vous êtes en train de vous dire, putain, c'est le jackpot. Il faudrait qu'on l'invite à chaque staff. C'est le meilleur intervenant qu'on a jamais eu de notre vie. Et entre ces deux extrêmes, où je me dis que vous pensez que je suis pourri, où je me dis que vous pensez que je suis génial, vous n'avez pas changé. Ce qui a changé, c'est mes a priori. Et mes a priori sont en train de colorer la manière dont je suis en train de former mes opinions sur le monde. Et donc la manière dont on stabilise l'ambiguïté du futur, du passé, des autres, conditionne mon fonctionnement. Est-ce qu'il est possible qu'on ne suppute pas? Non, enfin, c'est possible qu'on ne suppute pas quand un sujet est hyper stabilisé. Par exemple, il y a une table ici. Il y a une sorte de réalité qui fait que on ne peut pas, c'est pas hyper ambigu.
Mais si je mets une table en un angle très particulier, vous allez voir une table, alors que s'il y a une table en biais, c'est une illusion d'optique. Et aussi, ça nous aide à comprendre plein de controverses, par exemple en médecine. Par exemple, il y a eu tout le truc sur les vaccins contre Covid, le vaccin de Pfizer. Les gens disent ah, je veux pas que Pfizer, machin. Alors que je connais des personnes, parce que j'ai beaucoup travaillé sur toutes ces questions, je connaissais des personnes qui reprennent du Viagra, par exemple, sans problème, mais ils ne veulent pas de vaccin pour Covid. Et quand je leur disais, parce qu'on essaye parfois de mettre des gens en face alors que dissonance cognitive, quand on leur disait, mais en fait, Viagra, c'est Pfizer. Donc, vous n'avez pas de problème avec Pfizer si vous prenez du Viagra. Pourquoi est-ce que vous ne voulez pas prendre leur vaccin? En fait, c'est juste une question d'ambiguïté. Le vaccin contre Covid, déjà Covid, c'est un nouveau vaccin, et dès qu'il y a une situation nouvelle, il y a un taux très fort d'ambiguïté. Donc, nouveau virus, donc chacun peut greffer ce qu'il a envie dessus. Nouveau vaccin, donc très ambigu. Donc, chacun va en fait calquer, voir dans le vaccin ses a priori. Si vous êtes immunologue, vous n'allez pas voir la même chose que si vous êtes cardiologue, que si vous êtes une personne lambda, que si vous êtes, je sais pas, vous venez, par exemple, les Noirs américains, beaucoup de Noirs américains ne voulaient pas se faire vacciner parce qu'on avait expérimenté sur eux. Mais c'est pourquoi est-ce que je vais vous faire confiance? On dit, ah, vous êtes des complotistes, ou vous êtes machin, mais en fait, c'est hyper rationnel qu'ils refusent le vaccin. Parce qu'ils ont une sorte d'histoire familiale, d'a priori, qui colore la manière dont elles interprètent le réel. Elles ne sont pas en train d'interpréter le vaccin, elles sont en train de stabiliser l'ambiguïté d'un nouveau produit médical, alors que leurs grands-parents, parfois même leurs parents, se sont fait empoisonner par le même truc. Ils se disent, bah, pourquoi je vais mettre un truc, genre commencez-vous, et moi je vous suis dans 4 ans. Mais moi je ne vais pas être votre copain à nouveau. Et donc dès qu'il y a une situation nouvelle, nouveau traitement, nouvelle technique, nouvelle pathologie, etc., on le voit même avec les médecins. Pas, tout le monde est en train de faire ça. Il n'y a pas de sorte de super pouvoir qui nous protège de ça. Et donc on a vu, quand Covid est apparu, plein de chercheurs qui bossaient sur les coronavirus disaient, ce truc, en fait, il ne va rien faire. Genre, les coronavirus, c'est pas si grave, on connaît très bien, genre, ça va faire pchit. Et les épidémiologues, ils disaient, en fait, ça va être la fin du monde. Genre, on n'est pas prêt du tout. On a juste cassé tout ce qui peut nous préparer à une épidémie mondiale. Et ça va être un gros problème. Chacun est en train de colorer. Parce qu'il y a de l'information incomplète. Donc on peut ne pas le faire sur des sujets hyper stabilisés, mais c'est rare. Parce qu'il y a tout le temps cette part d'incomplétude. Et donc on peut évaluer. Les choses se stabilisent. Par exemple, quand la ceinture de sécurité a été inventée, beaucoup de gens ne voulaient pas la mettre. Ils disaient, en fait, ça m'étouffe. Et si ma voiture prend feu, je vais l'air d'être hyper coincé dans ma voiture. Avec le temps, ça se stabilise, ça se décante. Et on l'a vu avec Covid. Au début, c'était le gel hydroalcoolique, les machins, parce qu'on pensait que le virus était manuporté. Après, on a découvert que le virus était aéroporté. Et il y a un papier, je peux vous l'envoyer, qui est vraiment génial, qui parle de ce qu'on appelle le théâtre de l'hygiène. On a continué à mettre les gels hydroalcooliques, etc., alors qu'on savait que ça servait à rien pour Covid. C'est bien pour la gastro-entérite, c'est bien pour d'autres maladies, mais pour Covid, c'est aéroporté. C'est les masques et l'aération. Alors ça, tout le reste, ça fait un peu pchit. Et c'était parce que c'était ambigu, on ne savait pas. Et au lieu de communiquer cette incertitude, si vous voulez qu'on parle un peu de la communication scientifique, on communique en termes certains sur des choses incertaines, et donc on évoque de la confiance, et à la fin, plus personne ne voulait rien écouter. Parce qu'on disait, ah, mettez les masques, ça sert à rien, non, les masques, c'est hyper important, le gel hydroalcoolique, ça sert à rien, non, c'est hyper important. Enfin, on pourrait en parler pendant des heures. Mais on est tout le temps en train d'interpréter. Tout le temps, il y a au moins genre, un minimum d'interprétation. C'est pas possible de ne pas interpréter. Est-ce que c'est clair? Est-ce qu'il y a des questions? Petit à petit, on est en train de s'approcher de nos fameux biais. Donc on est en train de supputer les choses, comme vous avez dit, à partir de nos a priori. Nos a priori étant toute mon expérience, mon éducation, mes croyances religieuses, mon niveau socio-économique, mes potes, les films que j'ai vus, les bouquins, mon âge, mes gènes, tout rentre dans cette sorte de truc qui conditionne mon fonctionnement avec moi-même, avec les autres. Et donc, une fois qu'on a stabilisé l'ambiguïté, on vit dans le temps, notre cerveau va nous raconter des histoires. Et quand je vous dis notre cerveau nous raconte des histoires, c'est au sens littéral. Donc Lionel Lacache, que vous connaissez tous sans doute, a écrit un livre qui s'appelle Le cinéma intérieur, où il explique vraiment cette notion de narrativité du cerveau, pour des raisons d'efficience là aussi. On n'a pas toutes les informations, et donc au lieu d'avoir des trous dans ma mémoire autobiographique, je ne sais pas si j'ai existé le 13 avril 1998. Si ça se trouve, j'ai été enlevé et on a effacé ce jour de mon souvenir.
Mais mon cerveau crée une sorte d'illusion de narrativité, de continuité autobiographique qui n'existe pas. Et là aussi, on est en train donc, de rajouter de soi, et donc de s'éloigner de tout le réel. Et à la fin, vient le moment de la prise de décision, et je veux qu'on joue une sorte de jeu ensemble, notre deuxième jeu. On a une règle à l'écran, et je veux que vous essayiez de découvrir c'est quoi la règle. Pour essayer de découvrir c'est quoi la règle, L'addition des deux chiffres de gré. Vous pouvez proposer des chiffres, je vous dirai si les chiffres confirment ou infirment la règle. S'ils confirment la règle, vous pouvez proposer une règle. Si ça infirme, c'est comme vous voulez. Et quand vous êtes assez sûr de vous-même, on va dire c'est quoi la règle. Et je sais que cette suite est simple, c'est la première. On fera d'autres qui sont plus difficiles. On va commencer par ça. 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8. Vous pouvez proposer des chiffres. Je vous dis si 13 confirme la règle. Un autre chiffre. 88. Alors 88, je vais laisser ça une seconde de côté. Mais 13. 13. Après. 21 confirme la règle. 21. Après 21 confirme la règle. Après 34. 34 confirme la règle. Est-ce que vous avez une règle qui vous vient en tête? C'est quoi? Très bien. Les deux, on fait l'addition, donc ce qu'on appelle la suite de Fibonacci. 0 plus 1 égale 1, 1 plus 1, 2, 2 plus 1, 3, 3 plus 2, 5, 5 plus 3, 8, 8 plus 5, 13. Vous avez dit 88, et 88 confirme la règle. Parce que c'est pas du tout ça la bonne règle. La règle n'est pas du tout la somme des deux chiffres qui suivent. Et là, on est introduit au premier biais cognitif de notre soirée, et c'est le biais le plus connu, le biais le plus pervasif. Je ne sais pas comment on dit en français, mais en tout cas c'est la base de tous les biais cognitifs qu'on appelle les biais de confirmation. Et les biais de confirmation, c'est que vous avez formé un modèle mental dans votre tête, que c'est la suite, et au lieu de vouloir le défier, comme disait Gaston Bachelard, penser contre son cerveau, vous allez essayer de le confirmer. Et la confirmation, souvent, ne nous sert à rien, parce que notre cerveau est ce qu'on appelle un pattern seeking creature. On aime bien trouver des patterns, et ces patterns sont ceux qui nous induisent très très souvent en erreur. Donc, on va refaire la même chose, parce que vous allez me dire, bah, tu mens, c'est pas ça la règle, etc. En fait, il y a une règle. Genre, il y a une règle. Je veux qu'on essaye maintenant de rejouer le jeu, mais au lieu d'essayer de confirmer ce qu'on va voir s'appelle des pensées automatiques, c'est-à-dire que vous n'avez pas réfléchi pour avoir cette règle qui est apparue dans votre tête, elle est apparue un peu automatiquement, et vous avez voulu, dans un deuxième temps, donc on a notre pensée automatique, on a notre métacognition, c'est des idées qu'on a sur nos idées. Donc votre cerveau vous a nourri une pensée automatique, ah je connais, c'est la suite de Fibonacci, et métacognitivement, vous avez essayé de confirmer votre hypothèse initiale, l'hypothèse de votre cerveau, donc de vous dire genre 13, 21, 34, 55, etc. Je veux qu'on essaye de rejouer, d'essayer de trouver cette règle et donc de penser contre votre cerveau. Donc 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, proposez des chiffres. On sait déjà que 88 confirme la règle, 12 confirme la règle. Donc là, on a ce qu'on appelle une bonne réponse. C'est une réponse qui ne rentre pas dans votre modèle mental, mais qui est une bonne réponse. Et il faut que vous trouviez ce qu'on appelle une bonne fausse réponse, donc une réponse qui ne confirme pas la règle, sinon vous n'allez jamais trouver la règle. Et la règle est simple, hein. C'est pas genre la racine carrée du je sais pas quoi, machin. C'est une règle vraiment simple, qui se confond avec Fibonacci. Donc 12 confirme la règle, 88 confirme la règle. 2 après le 8 infirme la règle. Donc là, on a une fausse bonne réponse. 13 après le 8. 13 confirme la règle. En tout cas, si c'est après le 12. Vous pouvez proposer autant de chiffres que vous voulez, il n'y a pas de limite de chiffres. Sur le chat, quelqu'un propose une règle, je sais pas. On va voir. 13 confirme la règle, oui. Ça, on a déjà vu. Vous pouvez proposer tous les chiffres que vous voulez, hein. 14 confirme la règle. 1 infirme la règle. 463. 463 confirme la règle. 7. 7 infirme la règle. Donc c'est un chiffre supérieur. 13 Chiffre supérieur. presque 300. Il n'y a pas de règle. Presque 300. Il y a encore un petit détail. 9. 9 confirme la règle. J'ai 8, il n'y a pas de règle. 10 confirme la règle. 8 supérieur à 8 alors. 8 après le 8 confirme la règle. C'est ça qui vous manque. Après le 8 Supérieur ou égal, inférieur ou égal. Supérieur ou égal, tout simplement. Si Pas le tu vois chiffre est supérieur ou égal, Bien joué. c'est ça la bonne règle, parce qu'il y a le 1, 1. Et ce qui est intéressant, c'est que cette règle supérieure ou égale se confond parfaitement avec Fibonacci, parce qu'une addition de deux chiffres positifs, c'est tout le temps un chiffre croissant. Et donc, vous auriez pu faire tout Fibonacci. Et à chaque fois, vous allez avoir un bon, la règle va être plus juste, et vous allez être de plus en plus convaincu que vous avez raison. Et donc, le premier biais central qui touche notre raisonnement, c'est le biais de confirmation.
parce qu'on aime bien trouver des patterns, et paradoxalement, c'est là où notre expérience peut nous jouer des tours, quelque part. Parce que je me dis, ah bah je connais hyper bien, et donc je vais confirmer mes hypothèses, et si ça se trouve qu'un cas, par exemple, se confirme, un diagnostic se confirme avec un autre diagnostic, je vais vraiment genre, aller à 120 km/h, droit sur le mur. Et ces trucs de confirmation sont assez connus, on va dire. Et donc on aime bien trouver des patterns, et nos actions passent par ces interprétations en permanence. En gros, on appelle ça des heuristiques. Je ne sais pas si vous êtes familier avec la notion d'heuristique. Une heuristique, c'est une solution approximative qui marche relativement bien. Par exemple, si je veux, ma tâche c'est de jeter ma bague et de l'attraper, ça marche relativement bien, je suis capable de le faire. Mais si vous remarquez, je suis incapable de faire 2 fois exactement de la même manière, parce que notre cerveau fonctionne de manière approximative, pour des raisons d'efficience, mais ces approximations, parfois, elles ne sont pas top. On fonctionne de manière approximative, on a vu qu'on fonctionne aussi de manière prédictive, c'est vraiment les 2 axes que mon cerveau est en train de faire en permanence. Essayer de prédire de manière approximative pour que je puisse aller vite. Et il se trouve que parfois, on approxime de manière pas top. Voilà, j'avais oublié. On fait des a priori, on fait des inférences. Par exemple, il s'accroupit, cherchant de tous côtés, il se releva, revint sur ses pas en scrutant le sol. Rien, il restait introuvable. Il ne pouvait quand même pas rentrer à pied. Qu'est-ce qu'il cherchait? C'est clé. Il n'y a pas de piège. C'est clé. C'est clé, tout simplement. On est tout le temps en train de faire ces inférences à partir d'informations incomplètes. Et parfois, ça peut marcher, parfois, ça peut pas marcher. Je ne peux pas faire tous les exercices, c'est pas très intéressant. Et donc, si on revient à nos modèles théoriques, au début, on avait l'homo economicus, la théorie du choix rationnel. Herbert Simon arrive dans les années 50, il dit en fait non, on a une sorte de rationalité limitée, parce que les gens sont en train de faire des trucs qui sont mauvais pour eux, ça ne peut pas être expliqué. Et dans les années 70, du coup, Daniel Kahneman et Amos Tversky proposent ce qu'on s'appelle la théorie des biais cognitifs, et ce qu'on appelle en anglais Dual Processing Systems, que notre cerveau fonctionne un peu à 2 vitesses. On a des sortes de 2 systèmes de la pensée, qu'ils appellent le système 1 et le système 2. Donc le système 1 qui considère un système inconscient automatique, c'est ça qui vous a donné Fibonacci dans votre tête, qu'on utilise pour décisions journalières, mais dont le coup c'est qu'il est sujet parfois aux erreurs. Il y a un système 2 qui est plus lent, plus conscient, qui demande des efforts pour des décisions plus complexes, mais qui est plus fiable. Sauf que parfois on utilise le système 2 pour confirmer le système 1, et ça ne nous aide pas. 2 choses à savoir sur ce modèle théorique. C'est un modèle théorique approximatif. On n'a pas trouvé dans le cerveau des sortes de système 1 et de système 2, alors qu'on a pas mal cherché. Et 2, c'est pas un modèle théorique qu'on accepte tous. Il y a des chercheurs qui refusent cette vision de la cognition. Si la littérature vous intéresse, genre l'adversaire, on va dire, pour faire simple, de Kahneman, c'est un monsieur qui s'appelle Gerd Gigerenzer, et qui dit qu'on n'est pas du tout des gens irrationnels, que ce qu'on appelle des biais cognitifs ne sont pas des erreurs de la pensée. On a ce qu'on appelle une rationalité genre bounded, une rationalité qui est englobée, et que du coup, il faut tout le temps comprendre de manière écologique une prise de décision, et que ces biais, en fait, ont une raison. C'est juste que parfois on l'ignore, et donc ça ressemble à des erreurs. Donc pas tout le monde est d'accord que les biais cognitifs sont des erreurs de la pensée. Certaines personnes considèrent que c'est des déviations, d'autres personnes considèrent que c'est un fonctionnement normal. Et c'est important de garder ça en tête. Mais on ne va pas se prendre la tête sur les modèles théoriques. Juste sachez que, par exemple, moi, personnellement, je ne suis pas du tout fan de la vision que les biais cognitifs, c'est des erreurs. Je pense qu'il y a plein de biais dans les travaux de Kahneman et de Tversky, que c'est plus des artefacts de laboratoire, qui souvent ne peuvent pas expliquer ce qu'on voit dans des milieux écologiques, mais c'est important de les garder en tête. Et donc, par exemple, une tâche de Stroop que vous connaissez tous, c'est souvent utilisé pour faire sentir ces 2 vitesses de la pensée. Même si on n'a pas de système 1 et de système 2, tout le monde est d'accord qu'on a ce qu'on appelle des pensées automatiques, donc des choses qui apparaissent toutes seules dans notre tête, et qu'on a ce qu'on appelle notre métacognition, des pensées sur nos pensées qu'on peut utiliser pour inhiber les pensées automatiques. Une tâche de Stroop, c'est juste une évaluation de cette métacognition, de cette capacité d'inhibition. Par exemple, les patients qui ont des syndromes frontaux ou certaines lésions préfrontales sont incapables de faire une tâche de Stroop. Donc la tâche de Stroop, c'est quoi? Je pense que tout le monde connaît, mais juste au cas où. Genre, il faut lire les mots. C'est automatique, tout le monde est capable de lire les mots, c'est assez simple. Donc jaune, rouge, jaune, vert, bleu, bleu, rouge, jaune, jaune, vert. Et après, on va demander aux participants ou aux patients d'inhiber ce truc automatique pour activer quelque chose de plus déclaratif. Et au lieu de lire le mot, il faut dire c'est quoi la couleur de la police avec laquelle le mot est écrit. Et vous voyez que genre la performance, même pour les personnes saines,
on est beaucoup plus lent, parce qu'il y a le coût de cette inhibition, et pour les personnes qui sont incapables d'inhiber, qui ont encore une fois des lésions frontales ou un syndrome frontal, ou des problèmes d'inhibition métacognitive, bah, elles ne réussissent pas du tout. Et le but du raisonnement critique, c'est justement de développer ce contrôle métacognitif pour ne pas juste accepter toutes les hypothèses qui me viennent en tête automatiquement. Si on fait une sorte de résumé de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, avant d'arriver à notre dernière partie, je ne sais pas, il est quelle heure une information à laquelle vous avez exposé, c'est une connaissance, quasiment rien ne reste à l'état de connaissance, vous allez très vite l'intégrer dans vos modèles de croyance. Une croyance sur laquelle vous voulez agir, c'est une intention que vous manifestez dans le monde, c'est une action. Plusieurs pièges peuvent venir se loger sur cette chaîne, vous pouvez être exposé à de fausses connaissances, tout simplement, genre on vous donne un mauvais dossier, une information erronée, tout le reste va payer le prix. À partir de bonnes connaissances, on va avoir de mauvaises croyances, comme par exemple ce qu'on avait avec polio et les glaces. La connaissance était bonne, les gens sont en train de consommer de la polio, des glaces, il y a plus de cas de polio, mais dire que l'une est en train de causer l'autre, comment les agences étaient fallacieux. Une connaissance, il faut avoir une bonne connaissance, une bonne croyance, ne pas avoir l'intention d'agir dessus, on a ce qu'on appelle la rationalisation. Par exemple, je suis fumeur, je sais que fumer tue et je n'ai pas envie de mourir, mais je n'ai pas l'intention d'arrêter de fumer. Mais enfin, on peut avoir une bonne connaissance, une bonne croyance, l'intention d'agir, et ne pas pouvoir le manifester en action. Il y a un concept assez intéressant en sciences cognitives qui s'appelle le Intention Action Gap, le tronc intention-action. Une forme de tronc intention-action que vous connaissez tous, c'est la procrastination. Je vais me mettre au sport, je vais faire un régime, je vais étudier au jour le jour, je vais faire ma paperasse, et je ne la fais pas. Et donc, quand je vous parlais de réchauffement climatique, on étudie beaucoup le Intention Action Gap face au réchauffement climatique. On a pas mal de modèles théoriques sur la procrastination et le Intention Action Gap. Évidemment, tout ça est hyper simplifié. On a des boucles de rétroaction qui vont partout, parce que notre cerveau fonctionne sur le principe de boucles de rétroaction. Et donc, vos actions conditionnent vos croyances, vos connaissances, etc. On ne va pas faire un détail. Et aussi, évidemment, aujourd'hui, tout ce qu'on fait est hyper artificiel, dans le sens où on se focalise sur le cerveau, mais on est des êtres incarnés, et donc plusieurs facteurs vont venir moduler nos heuristiques, nos biais, comme par exemple, je sais pas si j'ai mis des trucs, le stress par exemple, le stress qui va nous changer, nous pousser à stabiliser l'ambiguïté sur un registre de catastrophisation et d'hypervigilance. On pourrait expliquer pourquoi, genre l'anxiété est un des rares dysfonctionnements cérébraux pour lesquels on a des modèles théoriques relativement solides. Genre on sait pourquoi les gens stressés, les gens anxieux imaginent le pire, ça a une fonction évolutionniste. On sait pourquoi ils deviennent hyper vigilants. On a des modèles assez robustes, contrairement à par exemple la dépression, où on a vraiment genre les modèles sont complètement claqués. Donc c'est vrai. Pendant longtemps on pensait que c'était la sérotonine, et là on découvre que peut-être que ça n'a rien à voir avec la sérotonine, on est un peu dans la mer. C'est comme ça. Mais pour le stress, c'est assez solide, si vous voulez. On a aussi ce qu'on appelle le raisonnement motivé. Quand je suis hyper attaché à une opinion, je peux réorganiser le réel. En gros, le raisonnement motivé, c'est je peux réfléchir soit comme un détective, je suis les preuves et j'arrive à une conclusion, soit je peux réfléchir comme un avocat. J'ai ma conclusion que j'ai déjà décidée d'avance, et je vais réorganiser le monde, parce que je suis capable de faire ça à travers les stabilisations de l'ambiguïté, pour arriver à la conclusion que j'ai choisie d'avance. Par exemple, pour faire une blague d'hôpital, donc je suis arrivé à la Pitié en 2005, il y a longtemps, et je ne trouvais pas de stage. Et il fallait que je fasse un stage, parce que j'étais à labo. Donc je vais voir le psychiatre avec qui j'étais en contact, et je lui dis, genre, je suis prêt à faire n'importe quoi. Genre, si vous voulez, je fais des stages la nuit, il y a sûrement une sorte de branche d'antenne psychiatrique aux urgences de nuit, et je fais mon stage la nuit. Je suis sûr qu'il n'y a aucun stagiaire qui va venir de genre 8h à 8h du matin. J'étais à l'époque, donc je viens du Liban, je suis d'origine libanaise, et j'étais secouriste à la Croix-Rouge au Liban, c'est des permanences de nuit, donc mon cycle de sommeil était décalé. Je me suis dit, ok, je continue sur le rythme décalé, je n'ai pas de problème, je reste réveillé toute la nuit, et le matin, je dors. Et au moins, j'aurai un pied à l'hôpital, et petit à petit, je verrai qu'est-ce que je peux faire. Et c'est ce que j'ai fait, donc j'ai fait 3 mois de stage aux urgences la nuit, avec le psychiatre référent. Et la nuit, on discute, évidemment, il y a des trucs, et il me raconte l'histoire d'un psychiatre qu'ils appelaient Monsieur Bipolaire, parce que vous pouvez lui envoyer n'importe quel patient, il sort bipolaire. Genre, dès qu'un patient lui dit parfois je suis triste et parfois ça va, bim, bipolaire, 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 et ça c'est vraiment un raisonnement motivé. Si j'ai déjà décidé à l'avance ce que les gens ont, et je vais faire en sorte de faire rentrer n'importe quelle information qu'ils me donnent pour que ça rentre dans le moule. Un autre pendant du raisonnement motivé, donc, qui était le sujet de la thèse de Camille, qu'elle a soutenue la semaine passée, c'est ce qu'on appelle les biais de surconfiance. Et on les retrouve beaucoup en médecine. Elle avait évalué les biais de surconfiance sur les statistiques. En
fait, elle a montré que beaucoup de fois, les médecins, mais aussi la population générale, surestiment notre compréhension des stats. Genre quand on dit un facteur de confiance de 95% ou qu'un vaccin est efficace à 90%, qu'est-ce que ça veut dire en réalité? Et l'illusion de connaissance, c'est vraiment ce truc de je pense que j'ai compris un truc, que je le maîtrise, mais en fait pas vraiment. Parce que il y a des trucs qui m'échappent, et je sais pas c'est quoi. Et donc, on va voir quelques biais cognitifs, genre assez marrants, et puis on verra les biais les plus communs dans la prise de décision médicale. Est-ce qu'il y a des questions avant je vais sauter quelques trucs. Avant qu'on continue, est-ce qu'il y a des questions? Tout est clair? Voilà. On va voir quelques biais. Par exemple, un biais assez drôle et assez marrant s'appelle le biais d'amorçage. Donc, je vous parle de Colgate. Colgate, c'est une boîte de soins dentaires. Ils ont mis en place une pub récemment en ligne qui a un problème. C'est quoi le problème? Il y a un problème sur la dent. Et donc justement, c'est ça le biais d'amorçage, parce que je vais parler de Colgate. Donc faites attention à la dent avec nos ressources limitées, mais le vrai problème, c'est pas du tout la dent, c'est cette main. Elle est à qui? Elle est à personne, parce qu'on ne la voit pas, parce qu'on est amorcé. Et on va voir tous ces biais, on va voir comment ils se projettent sur la prise de décision médicale dans quelques instants. Donc là, vous pouvez inhiber la dent et voir qu'il y a un problème de doigt. Les biais, évidemment, étaient utilisés énormément dans le marketing à notre insu et contre nous. Pardon. Par exemple, on a mis en place une expérience dans un cinéma il y a quelques années. On a mis à la vente un popcorn à 3 €, un popcorn à 7 €. Et on l'a laissé courir pendant une semaine et on demandait aux gens pourquoi est-ce qu'ils font le choix qu'ils font. Et la majorité des gens, je pense que c'était genre 70% des gens achetaient le popcorn à 3 €. Et quand on leur demandait pourquoi, ils disaient 7 € le popcorn, c'est de l'arnaque. Genre, on n'est pas con, on va jamais payer 7 € un popcorn. La semaine d'après, on n'a pas touché à la taille du popcorn ni à son prix. On n'a pas touché à la taille du popcorn ni à son prix. On a fait ce qu'on appelle un biais de cadrage. On a changé comment l'information est présentée. On a fait ça. On a rajouté un nouveau popcorn. Soudainement, c'est devenu le petit popcorn, le popcorn moyen et le grand popcorn. Et là, donc on était à 70% ici. Et la semaine d'après, on est passé à plus de 55% ici. Et quand on demandait aux gens pourquoi est-ce que vous êtes en train d'acheter ce popcorn, ils disaient le petit popcorn, c'est pour les nuls. Il va être fini avant la fin des bandes annonces. Le 6,50, je suis si proche du but. Autant payer 50 centimes en plus et prendre le grand. Donc ça, c'est le biais de cadrage. Comment vous présentez une information a des conséquences. Parfois, on fait même des lois. Ces expériences ont mené à une loi. Vous ignorez la loi, mais vous avez tous et toutes vu l'effet. C'est pour ça qu'il y a, je pense maintenant 6 ans, ou 5 ans, vous avez vu apparaître au supermarché sous le prix au kilo. Vous avez fait attention, il y a le prix au kilo qui est apparu. C'est grâce à ces études, parce qu'en fait, il y avait des marques qui s'amusaient à mettre par exemple format familial en gros, en rouge sur une boîte de céréales. Et donc votre cerveau fait l'inférence que format familial ça veut dire moins cher, et en fait au kilo c'était plus cher. Donc pour augmenter l'information qui existe, pour réduire les chances de stabilisation de l'ambiguïté, on a augmenté l'information, et donc on a mis sous le prix au kilo, comme ça tout le monde peut comparer assez facilement. Les biais peuvent aussi avoir des incidences éthiques et morales. C'est une expérience assez connue. C'était avant Covid, donc on ne savait pas qu'il y aurait une vraie épidémie. Et donc on a demandé à des personnes de choisir quel choix, quelle politique est-ce qu'ils voudraient faire. Donc une épidémie s'est déclenchée dans notre pays, on doit choisir quelle politique semble la plus raisonnable. C'est une population de 600 personnes. Vous avez l'option A, sauver 200 personnes sur 600 pour sûr, ou une chance sur 3 de sauver tout le monde. Laquelle vous préférez? Si vous pensez que c'est la même chose, c'est votre cerveau qui vous dit n'importe quoi, c'est pas du tout la même chose. Est-ce que vous préférez l'option A ou l'option B? Quand on fait ça en laboratoire, effectivement, 72% des gens, je pense, choisissent l'option A, ce qu'on appelle l'option certaine. Mais si on repose la question différemment, de la même manière, donc au lieu de 200 personnes sur 600 à coup sûr, là, vous laissez mourir 400 personnes, 2 chances sur 3 de voir tout le monde mourir, là, il n'y a plus que 22% des gens qui choisissent A. Je vais mettre l'une à côté de l'autre pour que vous voyez ce que je veux dire. Donc, 200 personnes sur 600, c'est exactement la même chose que laisser mourir 400 personnes. Une chance sur 3 de sauver tout le monde, c'est exactement la même chose que 2 chances sur 3 de voir mourir tout le monde. La différence, c'est qu'ici, on met en avant les gains. Quand on met en avant les gains, on a un biais qui s'active. Les biais sont tout le temps contextuels. Un même biais, une même heuristique peut être top et peut être catastrophique selon le contexte. Par exemple, l'optimisme. On peut imaginer que l'optimisme, c'est un trait sous-état. On a envie que les gens soient optimistes. Mais vous prenez une personne optimiste, vous la mettez au casino, c'est la fin du monde, ça devient un biais d'optimisme. Parce qu'elle perd, mais elle est optimiste, elle se dit je vais me refaire. Elle finit ruinée. Vous prenez une personne optimiste dans une pandémie mondiale, c'est les personnes qui meurent les premiers.
Ils disent je vais jamais choper le truc, c'est pas très grave. Et s'il se trouve que c'est un virus grave, bam, ils sont dead. Et donc quand vous mettez en avant les gains, on a un biais qui s'active qu'on appelle l'aversion au risque. On préfère ne pas perdre que gagner, donc on prend l'option certaine. Mais quand vous mettez en avant les pertes, il y a un autre biais qui s'active qui est la prise de risque. On se dit vu qu'on a perdu, autant prendre le risque. Et on prend ça. Il y a un déplacement de 150%, pardon, 150% presque des voix sur deux scénarios qui sont exactement identiques selon ce qu'on met en avant. Et ça a énormément d'implications aussi bien en politique, en sondage, etc., qu'en médecine, parce qu'on sait maintenant aujourd'hui que l'ordre avec lequel, par exemple, présenter les symptômes d'un patient oriente le diagnostic, que l'ordre avec lequel vous voyez les patients dans une journée. Genre, je viens vous voir à 19h, il y a des chances que vous pensez le cas différemment que si j'étais votre premier patient de la journée. D'où l'importance des rotations. Il y a pas mal de choses qu'on essaye de mettre en place pour réduire ces effets. Par exemple, en justice, c'était un gros drame parce qu'on a découvert que les juges, avant la pause déjeuner, sont beaucoup plus sévères qu'après la pause déjeuner. Ils veulent juste en finir et aller manger. Ils ont faim. Et donc, si un jour vous passez au tribunal, demandez le créneau de genre 14h, et surtout pas le créneau de 12h30, et avoir une sorte de truc un peu plus grave. Et enfin, tout ce que je vous ai montré jusque-là, c'est pas spécifique aux humains. On a fait une évaluation, par exemple, de l'inégalité salariale chez les singes, parce qu'on ne peut pas comprendre les biais sans comprendre, encore une fois, la notion systémique. On ne va pas parler de la cognition sociale, mais c'est un truc qui est hyper important. Et donc, c'est une expérience qui a été faite par l'équipe de Frank De Waal, pour ceux qui connaissent, qui est un des meilleurs primatologues qu'on a. Ils vont demander à deux singes de faire la même tâche. Ils vont leur payer deux salaires différents. Comment est-ce qu'on paye des salaires différents à des singes? Avec des fruits. Ce singe-là, c'est des singes femelles. Cette singe-là va être payée en concombre. Un concombre, c'est genre 90% d'eau. Et donc, c'est comme si vous lui donnez, je sais pas, 5 €. Et pour la même tâche, cette singe va être payée en raisin. Un raisin, c'est plein de sucre. C'est comme si vous êtes en train de lui donner, je sais pas, 100 €. Au début, cette singe va faire sa tâche. Donc la tâche, il faut qu'elle prenne une pierre, qu'elle nous la rende. Elle va avoir son concombre, elle va le manger sans problème. Puis cette singe-là va faire la même chose, elle va avoir un raisin. Elle va voir qu'elle a eu un raisin. Son cerveau prédictif va se dire, je vais avoir un raisin aussi. Elle va avoir un concombre. Et vous allez voir comment elle va réagir. La tâche, c'est qu'elle nous donne la pierre. Elle a un concombre. Elle le mange sans problème. L'autre aussi. Elle le fait. Elle a un raisin. La première se dit chouette, je vais avoir un raisin. Donc elle fait vite. Elle a un concombre, elle goûte, c'est pas un raisin. Et tu peux. L'autre continue sur sa lancée de raisin, elle est très contente. Là, elle se dit peut-être j'ai mal fait mon taf. Donc elle prend la pierre, elle la teste. L'expérimentatrice lui dit non, t'inquiète pas. Là, elle sait que ça, c'est des concombres, elle n'a même plus besoin de manger. Elle préfère ne pas manger que ne pas comprendre l'incohérence systémique. C'est excellent. Notre cognition est ce qu'on appelle une cognition incarnée ou étendue. Notre cognition n'est pas juste notre cerveau, c'est notre cerveau dans un corps. Si j'ai une inflammation du sciatique, je ne pense pas de la même manière que si je suis sans douleur, mais aussi les autres. Vous parlez, c'est la même chose que quand j'ai présenté cette conférence à mon ancienne équipe en psychiatrie, par exemple, parce que je les connaissais, et donc on ne parle pas de la même manière. Le contexte conditionne la manière dont on prend une décision. Et donc, si on arrive maintenant à la projection de tout ça, et des biais dans la prise de décision médicale. D'un point de vue de la recherche, jusqu'à maintenant, il y a 2 ou 3 articles qui sont sortis vraiment spécifiquement sur la décision médicale. Les biais sont contextuels, donc ce n'est pas les mêmes biais en médecine que les biais chez les avocats, que les biais chez les pilotes d'avion, que les biais chez les experts comptables, etc. Donc on va se focaliser sur des biais dans la médecine de manière un peu générale, on va dire. Donc il y a 2 articles, Decision Making in Perceived Devastating. Donc ça c'est vraiment en neurologie. C'est un article qui est sorti pour les biais dans la prise de décision médicale dans les troubles neurologiques d'AVC assez graves. Et donc c'est Benjamin Rowe, qui est membre de Chiasma et dont je vous parlais, qui était le directeur de thèse de Camille, et donc qui est à la Pitié, et Classen, qui ont fait ça. Donc il y a un tableau où ils expliquent les biais les plus communs dans la prise de décision médicale. C'est petit, c'est difficile à lire, donc j'ai pris un autre article. Il y a plein de points communs entre les deux. On va les voir l'un derrière l'autre, donc avec des exemples. Et donc le deuxième est plus général.
qui est Cognitive Biases in Clinical Medicine de O'Sullivan et Schofield, qui est sorti en 2018. Et on va voir donc quelques biais. Et si vous avez d'autres à rajouter, n'hésitez pas. Donc le premier biais dont il parle, donc encore une fois, il y a pas mal de choses qui sont entrecoupées entre les deux articles, vous pouvez aller checker les deux. Le premier article, premier biais qu'ils prennent en exemple, c'est les biais de cadrage. Donc le framing, c'est cadrage. Donc par exemple, c'est ça, c'est un peu sur ça que Camille a pas mal bossé. Pardon, je vais juste. Donc on va réagir différemment selon quelle information, comment l'information qui est présentée est cadrée. Par exemple, une boîte pharmaceutique présente une nouvelle drogue comme ayant 95% de cure rate, et que ça c'est supérieur à la drogue B qui a 2.5 failure, alors que c'est pas comme ça que ça marche les stats. Ces deux drogues il n'y a pas vraiment un avantage de la drogue A à la drogue B, c'est un problème de cadrage. Dans un, on a le cure rate, les taux d'efficacité, et dans le deuxième, on est en train de présenter le taux d'échec. Et donc ça oriente la décision qu'on prend. Le commission bias, c'est cette tendance à faire quelque chose plutôt qu'à ne rien faire. On appelle ça le biais d'omission. On préfère faire quelque chose que ne rien faire. Et donc, par exemple, l'exemple qu'il donne, donc encore une fois, c'est des exemples de la médecine générale. Vous pouvez trouver des exemples spécifiques à la neurologie ici. Donc, par exemple, si vous voulez, le biais de commission, d'omission. Donc, préférer l'action à l'inaction, c'est faire withdrawal care plutôt que de laisser plus de temps. Donc, c'est d'aller vers une sorte, par exemple, de don d'organes, etc., alors que le temps pourrait peut-être faire les choses. Et dans cet article, l'exemple qu'il donne, c'est faire des transfusions sanguines dans les cas d'hémorragie gastro-intestinale, alors que parfois ne rien faire, c'est plus efficace et c'est moins de perte de ressources. Mais on a cette tendance à vouloir être dans l'action, aussi bien pour rassurer les patients, parce que les patients vont se dire vous ne me soignez pas, qu'est-ce qui se passe? Alors que parfois, ne rien faire, c'est une très bonne piste à explorer. Les biais de disponibilité, availability bias, je traduis, je ne sais pas si vous comprenez l'anglais ou pas, mais je traduis en temps réel. Enfin, évidemment. Ça a l'air d'être très pompeux, je traduis en temps réel, mais traduire différemment. C'est par exemple, on préfère les informations les plus disponibles dans mon cerveau que des informations plus anciennes. Donc par exemple, récemment, on a raté une embolie pulmonaire, et donc on commence à faire des scans d'embolie pulmonaire beaucoup plus, parce qu'il y a 2 jours, on a eu 2 embolies pulmonaires qu'on a loupées. Ou par exemple, j'ai notre cher docteur bipolaire, il a eu 2-3 patients bipolaires, il se dit ok, maintenant tout ça, et donc on va courir avec ça. Base rate neglect, c'est aussi des stats, beaucoup de biais sont liés aux stats, on appelle ça en français la négligence du taux de base, c'est qu'on oublie, on sort d'ommer les proportions dans la population générale d'une pathologie, et donc on va avoir tendance à la évaluer ou à la sous-évaluer parce qu'on oublie le base rate. Donc ça a lieu en médecine quand les taux d'incidence d'une population sont ignorés. Par exemple, j'ai certaines populations ethniques ou autres, on va se dire, ou l'inverse. Par exemple, j'ai une population ethnique et je dis, eux, ils ont de très fortes chances d'avoir, je sais pas moi, la drépanocytose, et donc on va rentrer là-dedans, alors que si on prend le taux général, il n'est pas particulièrement plus élevé, c'est juste que je suis en train de faire des base rate neglect. Donc un positive exercise stress test, donc quelqu'un fait un test d'effort chez une jeune femme qui va pousser à demander un angiogramme, mais le base rate est tellement bas que c'est probablement un faux positif, et on va demander aux patients de faire des tests supplémentaires alors qu'on sait qu'il y a un impact, parce que c'est des croyances performatives là aussi, que quand on demande à des patients de faire plein de tests, ils ont plus cette impression qu'en fait ils sont perdus, qu'ils sont dans une sorte d'errance médicale, et ça peut avoir un impact négatif, alors que le base rate pourrait résoudre ça. Les biais de confirmation, on l'a vu, dans le diagnostic, on tend à interpréter une information pour rentrer dans ce qu'on croit déjà. Donc par exemple, on va penser que le patient a une infection parce qu'il a des taux de white blood cells, globules blancs élevés, au lieu de se dire, en fait, peut-être que c'est autre chose, et qu'est-ce qui pourrait expliquer ça, au lieu de directement rentrer dans la brèche de la suite de Fibonacci, alors que peut-être il y a d'autres choses qui peuvent se confondre avec des taux de globules blancs élevés, et que ça soit pas ça. Le conjunction rule, c'est ce qu'on appelle aussi
les biais de parcimonie, c'est qu'on va avoir tendance à mettre des choses l'une sur l'autre, alors que parfois on a une explication qui peut expliquer tout le tableau clinique. Ça, d'un point de vue, j'ai un autre pote qui est en train de travailler sur, donc il fait une thèse sur la philosophie des sciences, et son sujet d'étude c'est la médecine. Il explique comment l'hyperspécialisation de la médecine parfois a des effets néfastes, c'est qu'il n'y a plus quelqu'un qui a une sorte de vue d'ensemble, et donc chacun va traiter un symptôme, alors qu'il peut y avoir un tableau qui peut expliquer tout ça de manière beaucoup plus parcimonieuse. Et on le loupe parce que le médecin généraliste genre, envoie quelqu'un pour un truc dans l'œil, chez un autre spécialiste pour les fonctions hépatiques, chez un autre spécialiste pour des douleurs chroniques. Et en fait, il y a un tableau qui peut expliquer tout ça, c'est juste que chaque spécialiste s'occupe juste du symptôme. Et donc, on perd cette vision un peu qu'on appelle, même si j'aime pas le mot, holistique, parce que c'est pour moi hyper connoté un peu de New Age et tout ça, mais c'est un vrai problème de ne plus avoir cette vision d'ensemble. Et donc, on va traiter différents symptômes par une spécialité très différente. Alors qu'il peut y avoir une cause unique, comme par exemple une pneumonie, au lieu d'avoir en même temps une embolie, une obstruction, etc. Donc la loi de la conjunction rule, ou la loi de la parcimonie. La surconfiance, tout simplement un médecin qui fait trop confiance à son diagnostic, notamment par exemple dans des examinations qui ne sont pas hyper fiables, comme par exemple ausculter une pneumonie, et donc il va juste aller directement dessus sans se poser la question. Representativeness, qui est proche du base rate neglect, c'est quand on sous-estime les chances que deux événements aient lieu dans une population. Par exemple, un homme avec les symptômes classiques de crise cardiaque, mais aussi très anxieux et qui pue un peu l'alcool. En fait, le fait qu'il pue l'alcool n'a aucun impact sur le fait qu'il risque une crise cardiaque, mais ça va impacter comment on y pense, parce qu'on se dit c'est peut-être un SDF, et donc ils ont une certaine pathologie, et ça va nous induire sur une fausse route. Le search satisfying, ça c'est quelque chose que je vois aussi, qui est très très commun dans plein de disciplines médicales, c'est quand on arrête de chercher parce qu'on a trouvé une solution ou une hypothèse probable, alors que peut-être qu'il y a d'autres choses. Donc par exemple, on a un patient qui est dyspnéique et on trouve sa pneumonie, donc on arrête l'investigation, alors qu'il avait une infection myocardiale secondaire. Mais on se dit, on a trouvé la pneumonie, c'est pour ça qu'il est dyspnéique, et donc on arrête. Et on ne continue pas le reste des examens. Diagnostic momentum, ça c'est un truc aussi, par exemple en psychiatrie, parce que c'est un peu ça que je connais le mieux, c'est quelque chose qui est très très commun, c'est que, donc, comme son nom l'indique, c'est le moment de l'élan du diagnostic. J'ai un patient qui vient me voir, il est avec son dossier, il a été transféré d'un autre service, j'ouvre son dossier remonte à 1995, et il est genre, je sais pas, il a un diagnostic qui a été posé il y a 20 ans, et on est tous en train de continuer sur cette lancée. Personne ne se dit, en fait, on va essayer d'être aveugle avec ce patient, on va le voir comme si on l'a jamais vu, et comparer. Est-ce que j'ai un diagnostic qui est le même que celui qui est dans le dossier, ou est-ce que c'est une personne qui est en train d'avoir ce label, et qui le porte de service en service, de ville en ville, d'année en année, alors que c'est peut-être plus du tout la meilleure explication pour le tableau clinique que je suis. Je ne sais pas s'il y a d'autres exemples qui étaient dans l'autre qu'on n'a pas vu. Aversion. Je vais regarder. Donc on a vu avec les bénétiers, on a vu confirmation, on a vu entry, on a vu framing. Loss aversion, je vous ai dit, c'est on préfère ne pas perdre que gagner. Et donc on va continuer avec un pronostic, même s'il ne rentre pas, même s'il n'est plus adapté aux nouvelles informations qu'on est en train d'avoir, parce qu'on n'a pas envie de perdre le fait d'avoir raison. Attribute sunk cost. Sunk cost, c'est un peu. Sunk cost, c'est vraiment le biais qui explique l'acharnement thérapeutique. On se dit, on a tellement mis d'efforts qu'on ne veut pas perdre. On le voit beaucoup, par exemple, au poker, ça n'a rien à voir. Mais si vous avez beaucoup d'argent sur une main, même si statistiquement vos chances de vraiment gagner sont devenues hyper nulles, vous dites, j'ai déjà mis tellement d'argent que je ne vais pas arrêter maintenant, et donc vous continuez, c'est le même concept. Donc on va surestimer, par exemple, un pronostic, parce qu'on a déjà fait tellement d'efforts, et on a déjà aidé le patient vraiment marginalement. Dunning-Kruger, c'est la surconfiance, on l'a déjà vu. Bandwagon, c'est genre tout le service est en train de dire quelque chose, donc on suit, tout simplement.
Et on a vu les deux autres. Ah, le dernier qui est très important, qu'on voit de plus en plus, notamment par exemple en neurologie, mais aussi en neurosciences, blind obedience, c'est quand on attribue énormément de confiance à nos instruments. Par exemple, les IRM fonctionnels, je ne sais pas si vous savez, mais les IRM fonctionnels, c'est vraiment pas le truc le plus précis. On n'est pas en train de mesurer l'activation cérébrale, c'est genre de signal Bolt, c'est l'oxygénation dans une aire, on n'a pas une bonne résolution spatiale, etc. Mais on se base énormément sur nos outils. C'est un problème qui est en train de devenir énormément plus grave maintenant avec l'intelligence artificielle, parce qu'on a tendance à faire confiance. Genre, je ne vais jamais douter de ma calculette, je fais un calcul, ma calculette me donne une réponse et je la crois. Et historiquement, on ne doute pas de notre stéthoscope, on ne doute pas d'un EEG, on ne doute pas d'un électrocardiogramme, etc. Sauf que l'intelligence artificielle n'est pas du tout au point. Et on voit déjà des personnes qui vont aller demander à ChatGPT quelque chose et le suivre comme si c'est vrai, alors qu'on sait que les intelligences artificielles ont des biais cognitifs. Je fais souvent des conférences sur les biais cognitifs dans l'intelligence artificielle. Et surtout hallucinent. Donc ils inventent parfois des articles scientifiques qui n'existent pas. Ils vont dire genre le papier de Moukébert et al. 2022 a montré ce truc. Vous allez sur PubMed, vous tapez sur le truc, le truc n'existe pas. ChatGPT l'a juste inventé. Récemment, il y a eu une histoire comme ça en loi. Il y a des avocats qui ont trouvé une jurisprudence grâce à ChatGPT, qui sont allés présenter au tribunal. Cette jurisprudence n'existait pas. Ils se sont retrouvés avec genre une amende de, je pense, 5 000 ou 50 000 $, je ne me souviens pas, pour avoir menti au tribunal. Sauf que c'était ChatGPT. Pour finir, deux citations que j'aime beaucoup. Une des idées les plus dangereuses qu'une personne pourrait avoir, c'est si tout le monde était comme moi, le monde serait un endroit meilleur. On a besoin de nos différents a priori, de nos différentes stabilisations de l'ambiguïté. Il faut juste ne pas trop être attaché chacun à sa vision. Et une autre citation que j'aime beaucoup, réfléchir, c'est une façon élégante de dire changer d'avis. On a tendance à vouloir aller vite, surtout qu'aujourd'hui on a de plus en plus de pression, avec de moins en moins de moyens, notamment en médecine, de voir le maximum de nombre de patients, parce qu'il n'y a pas les moyens, et donc on veut aller vite. On n'a pas le temps d'avoir cette vision réflexive sur notre travail, et ça peut induire en erreur. J'espère que tout ça a été intéressant pour vous. S'il y a des questions, s'il y a des discussions, je suis là pour ça. Merci en tout cas pour votre